Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Football ont joué ce week-end dans le championnat de National 2. Poissy n'a pu faire mieux que match nul, un but partout face à Chartres. Le résumé du match dans ce magazine. Course à pied, cette semaine nous partons à la découverte d'un sportif pas comme les autres, son nom Rémi Bénichou. Le sportif atteint de nanisme a notamment réalisé 5 marathons, reportage dans ce 7-8 Sport. Basket, coup de projecteur aujourd'hui sur l'ESC Trappes 50 ans en Yvelines. Le club fait partie des meilleures formations en Ile-de-France. Ce sera notre module à découverte. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. On va donc commencer ce 7-8 Sport par du football et le championnat de National 2. Poissy n'a pu faire mieux que match nul à domicile contre Chartres à l'occasion de la 12e journée. Le résumé du match, des images de Grégory Canalé. Un match pour se rapprocher du haut du classement. Poissy recevait les joueurs de Chartres, coachés par Jean-Pierre Papin à l'occasion de la 12e journée de National 2. Poussés par leurs supporters, les Pissiakais enchaînent les offensives et trouvent la faille à la 21e minute par Samba Dembélé, 1-0. Mais Poissy se relâche et se fait rejoindre au score juste avant la pause par Chartres, 1 partout à la mi-temps. On a fait une première mi-temps un peu calme, on n'était pas à 100%. Juste après le premier but, on a commencé à un peu reculer, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Au retour des vestiaires, les deux équipes veulent prendre l'ascendant. Le match est rythmé, mais aucune ne parviendra à marquer ce second but. Score final, 1 but partout. Après, on est revenu en deuxième mi-temps bien meilleur, avec beaucoup plus d'envie. Et là, on a su avoir beaucoup plus d'occasions. Malheureusement, ça n'a pas pu finir. C'était pas simple parce qu'en face, il y a une très très belle équipe. Il y a beaucoup de vitesse. Et je pense qu'on a bien géré la deuxième mi-temps. On peut être un petit peu déçu la deuxième mi-temps, mais bon, je pense qu'il faut savoir se satisfaire quelquefois de pas grand-chose. Au classement, Poissy est 8e de National 2 et pointe désormais à 5 points du podium. Prochain match pour les Yvelinois, un 8e tour de Coupe de France ce dimanche 28 novembre sur la pelouse de Versailles. Poissy se déplacera donc sur le terrain de Versailles ce week-end à l'occasion de la Coupe de France de football. Ce 8e tour se jouera au stade Mauboron ce dimanche à 13h30. Les deux équipes se connaissent parfaitement car elles évoluent depuis plusieurs saisons dans le championnat de National 2. Versailles est pour l'instant 2e du classement et Poissy 8e. On écoute la réaction de Samba Dembélé, le joueur de Poissy. Ce match-là, c'est un match particulier, c'est comme une sorte de revanche, vu qu'on a déjà joué contre eux en championnat, on a fait match nul. Qui pareil, à la fin, l'arbitrage qui n'était pas en notre faveur, on s'est fait égaliser et c'est une belle affiche. Un autre club yvelinois jouera ce dimanche à 13h30, c'est Chatou qui jouera face à Chartres. On passe maintenant aux résultats sportifs du week-end dans les Yvelines. Aujourd'hui, c'est Bichente Merian Santisteban qui nous a rejoint sur ce plateau pour nous proposer un tour d'horizon de ces résultats sportifs du week-end dans les Yvelines. Bonsoir Bichente. Bonsoir Mickaël. Alors, on commence tout de suite par du football et Versailles, pensionnaire de National 2, qui chute. Oui, ça devait arriver, Mickaël. La première défaite de l'année pour le club versaillais. Il aura fallu attendre quand même 12 journées. Ils se sont fait surprendre sur le terrain de la réserve de Caen. Défaite sur le plus petit score 1-0. Les Bleus du FCV sont toujours deuxième au classement, derrière l'équipe B de Lorient. Un week-end sombre pour Versailles puisque la réserve a perdu également en Régional 3. Oui, en effet, mais la bonne nouvelle, c'est que son adversaire était aussi yvelinois. Morpal a emporté 2-0 à la maison face aux Versaillais. Une victoire, la 4e en 6 journées pour les Morpasiens, 2e du classement. Versailles B est quant à lui 8e. On ouvre à présent notre page rugby. Oui, le ballon ovale est à la fête dans les Yvelines, Mickaël, puisque je ne vais pas vous faire de suspense, je ne vais parler que de victoires. D'abord, en fédéral de plaisir s'impose 31-8 contre Boulogne-Billancourt. Seul petit bémol, pas de bonus offensif pour les Plaisérois face au dernier de la division, mais un succès qui permet quand même de se replacer en milieu de tableau, 7e à une place des playoffs. Prochain match le 5 décembre sur la pelouse des premiers de Nantes. En fédéral 3 maintenant, de la victoire en veux-tu. En voilà, Mickaël, on commence par qui? Houille, Versailles, Maison Lafitte? Oui, s'il vous plaît, Bichente. C'était la grosse rencontre de la journée, justement. Les Auvillois se sont défaits de Caen, leur concurrent direct au classement 23-20. Une victoire, comme je le disais, qui permet à Houille de passer devant leurs adversaires et de leur chipper la 3e place du classement avec néanmoins un match de jouer en plus. Devant eux, en solide 2e de la division, Maison Lafitte, Saint-Germain, Poissy. Le MLSGP l'a emporté à domicile contre Rouen, le score 30-15. Et enfin, les leaders invaincus, le rugby club de Versailles poursuit sa démonstration dans la division. Une fois n'est pas coutume, le RCV s'est emparé de son 3e bonus offensif en 6 journées. Cette fois, c'était face à Petit Couronne, une victoire 73-12.
Vous l'auriez compris, Michael, les 3 Yvelinois se classent respectivement 1er, 2e et 3e de la division. Alors ils font honneur à l'équipe de France du natif de Saint-Germain-en-Laye, Mathieu Jalibert, qui a fait également sensation ce week-end par une victoire historique au Stade de France contre la Nouvelle-Zélande, 40-25. Votre image insolite de la semaine est d'ailleurs en rapport avec cette thématique, Bichente. Oui, puisque quelques jours avant de perdre contre le 15 de France, les Blacks se sont permis une petite escapade au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. On reconnaît sur la photo justement postée par le Twitter du Golf National le demi d'ouverture Beauden Barrett, meilleur joueur du monde en 2016 et 2017, avec son gilet rouge et le bonnet bleu. À ses côtés, l'intrépide Damian McKenzie. Rien que ça. Et sur la gauche, en pull noir, le demi de mêlée TJ Perenara. Une bonne journée au golf avant une moins bonne journée au Stade de France. Et la transition est toute trouvée puisque nous allons parler golf justement avec Antoine Rosner. Oui, malheureusement, une semaine compliquée pour notre golfeur prometteur. Il a participé à plusieurs tournois ces derniers temps aux Émirats pour une sorte de championnat, la Race to Dubai. Cette semaine, il a terminé 39e du World Tour Championship, ce qui scelle son classement à la race. L'Yvelinois est 44e, il finit 44e du général. Et c'est une déception puisque seules les 30 premières places étaient qualificatives pour l'Open britannique prévu en juillet 2022. On est quand même fiers de notre Yvelinois qui était quasi inconnu, il faut se rappeler, oui. Il y a un an environ. Il a remporté son premier tournoi et là, il a quand même réussi à terminer dans le top 50 mondial. On termine par du handball. Oui, les Innimontaines qui évoluent en National 2 ont obtenu un score plutôt rare au handball. Un match nul 27 partout contre Césaire-le-Vilain. Avec 3 victoires, 1 nul et 5 défaites, Montigny n'avance pas et stagne à la 9e position. Le prochain match sera crucial pour le club face à l'avant-dernier Dreux-Vernouillet qui ne pointe qu'à 2 petites longueurs des Innimontaines. Et enfin, un petit mot côté garçon, Michael, en National 3, 2 victoires, 27-3 pour Houille, le Vésinet-Carrière contre Asnières et 26-22 pour Plaisir les Clés face à Bois-Colombes. Le HLVC est 3e, Plaisir est 7e. Merci Bichente pour toutes ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Alors en rugby, grosse déception pour l'équipe de Chevreuse dans le championnat honneur. Les Chevrotins ont perdu face au leader Aulnay après avoir pourtant mené de 19 points en première période. Le résumé du match, des images de Célia Agatsongo. Un Chevreuse aux 2 visages ce dimanche 21 novembre à l'occasion de la réception du leader Aulnay dans le championnat honneur. Les Chevrotins avaient décidé de commencer fort en première période. Une stratégie payante, les locaux arrivent à dérouler et à prendre les devants. Ils mènent 19-0 au bout de 20 minutes de jeu. On fait notre plan de jeu, on est stable sur notre plan de jeu, les joueurs sont efficaces sur ce qu'on leur demande. Donc on est devant logiquement au score. Toute l'équipe était bien. C'était que ce soit les avants en touche, c'était très propre, derrière aussi. Donc pour moi c'était un mouvement d'équipe. Le point fort c'était le mouvement d'équipe, surtout sur les 20 premières minutes. 20 premières minutes de rêve qui laissent place à 60 minutes de cauchemar. Chevreuse recule. Aulnay en profite pour remonter au score et dépasser des Chevrotins qui ne marqueront plus. Score final 26-19 pour les visiteurs. Le bilan est très décevant puisqu'on mène de 19 points à la 20e minute et tout compte fait, on ne va plus marquer un seul point. Eux vont en marquer 26, donc 26-0 on prend. Non, globalement c'est très décevant puisque on fait vraiment quelque chose de très très efficace au début et ensuite on n'est pas capable d'être constant et donc c'est très très décevant. Chevreuse, désormais 8e du championnat, devra se remobiliser rapidement. La prochaine journée est programmée le 5 décembre sur le terrain de Vitry. Il y avait également de la course à pied ce week-end avec la 19e route des 4 châteaux organisée ce dimanche matin. Au programme, un tracé de 18,7 km dans la vallée de Chevreuse. Le parcours à la fois mi-chemin, mi-route a permis aux 2250 participants de découvrir en courant les châteaux du secteur. En reportage. Le froid et la pluie ne les ont pas découragés. 2200 coureurs se sont donné rendez-vous ce dimanche 21 novembre en vallée de Chevreuse pour participer à la route des 4 châteaux. Un rendez-vous créé en 1999. Elle a fait ses premiers pas à Chevreuse, elle a commencé. Et puis là, on est sur la 19e édition. Et donc, c'est une proposition de découvrir la vallée de Chevreuse au travers de ces châteaux. Donc, château de Mauvière, château de Breteuil, château de Méridon et château de Coubertin. Voilà, tout un programme. 3, 2, 1... Le parcours de 18,7 km se veut forestier. Les participants empruntent à la fois des chemins sur terre et sur route, avec au programme des montées et des descentes avec 220 mètres de dénivelé positif. Un tracé qui a l'air d'avoir séduit les courageux ce dimanche.
C'est sympa, hein, les 4 châteaux et des beaux paysages. Moi je connais le coin, donc c'est une course que je devais faire au moins une fois. Parce que je connais la région et j'adore ça, mais non, magnifique course, c'est super ambiance, tout le monde est là pour encourager sur le collet du terrain, non, c'est génial. Belle sensation sur le parcours, belle couleur, on a encore des petites couleurs d'automne, donc c'est sympathique. Comme mon camarade, on finit un peu au mental, pas trop préparé, mais ça va, belle course. De bonnes sensations après 2 années, puisque la dernière c'était 2019, donc très contente d'avoir pu participer enfin à cette course abordée avec pas mal de châteaux, des beaux paysages. Une nouvelle édition de la route des 4 châteaux devrait être organisée l'année prochaine. Les organisateurs espèrent pouvoir attirer autant de participants. Cette semaine, nous partons à la découverte d'un sportif pas comme les autres. Malgré son handicap lié au nanisme, Rémi Bénichou est un fou de la course. À son palmarès, 5 marathons, dont celui de Paris, mais aussi des trails comme le GR20 en Corse. Voici son portrait par Vicente Marian Santisteban. Rémi Bénichou, 32 ans, travaille dans la recherche et le développement d'une société médicale. Atteint de nanisme, c'est un passionné de sport depuis l'enfance. Ça fait maintenant 5 ans qu'il pratique la course à pied, 5 années pour franchir différents paliers. Pour l'instant, il est vrai qu'en fait les objectifs, j'y suis allé petit à petit depuis le début de ma pratique de la course à pied, où l'objectif était de faire 1 km, après 5 km, et je suis allé donc du 10 au semi-marathon et du coup au marathon, où j'ai pu en courir mon 5e il y a 2 semaines, et il y a 2-3 semaines sur le marathon de Paris. Avec 5 marathons à son actif et plusieurs trails, Rémi a souvent dû se surpasser. Sa plus grande fierté, le GR20 en Corse. C'est vraiment une expérience, c'était avec ces 180 km de traversée que j'ai pu faire en 13 jours. Et ça, c'est une de mes plus belles expériences que j'ai également pu partager parce que, comme on dit, il y a 2 parties, il y a la partie nord et la partie sud, et que j'ai pu aussi partager avec une de mes grandes sœurs. Et c'est vrai que c'était vraiment un très bon souvenir. Pour faire ces courses qui sont d'autant plus difficiles en raison de son handicap, il doit être attentif aux signaux donnés par son corps. Je suis surtout à l'écoute de mon corps, parce que c'est vrai que je fais vraiment attention au niveau de ma condition physique, au niveau de mes articulations. Mais pour rien au monde, le coureur n'arrêterait sa routine sportive. Il est vrai que le sport, comme les personnes valides, je pense que le sport est important. Ça permet de pouvoir se développer, de pouvoir dépasser ses limites, d'apporter une certaine estime de soi par rapport aux objectifs atteints. Dans sa ligne de mire, Rémi Bénichou vise d'ici les 2 prochaines années un trail sur l'île de la Réunion, 160 km pour 11 000 mètres de dénivelé. Son nom, la Diagonale des Fous. On passe maintenant à notre coup de projecteur de la semaine. Aujourd'hui, TV78 est allé du côté du club de basket de Trappes, l'une des meilleures structures en Île-de-France. Regardez. Aujourd'hui, TV78 a posé ses valises du côté du gymnase Paul Maillet à Trappes pour rencontrer l'équipe de basket de la ville. Pour nous raconter cette fabuleuse histoire de Trappes depuis 1933, Jacques Michelet est à mes côtés et Nasser également, manager général du club. Alors, Jacques Michelet, depuis 1933, le club existe. Expliquez-nous un petit peu comment le club a grandi au fur et à mesure des années. Alors je ne suis pas président depuis 1933, mais par contre il y a eu un dirigeant historique qui a son nom pour cette salle, à savoir Paul Maillet, et c'est lui qui m'a recruté pour ce club en 1967, alors que le club, après une période plutôt favorable après la guerre, eh bien, était dans un creux de vague, vraiment un très grand creux de vague. Le club a failli disparaître. Et puis, eh bien, lui en tant qu'organisateur et moi à l'époque en tant qu'entraîneur, bon, c'est pas un titre de gloire forcément, mais enfin, ça nous a permis quand même, premièrement, de commencer la remontée. Et tous les ans, nous avons remonté. Nous avons recruté notamment un excellent entraîneur-joueur également après moi également. Ce qui fait que ça a été en fait une épopée depuis les années 70 jusqu'à maintenant, quoi. Avec un pic en National 1. Après, on est resté assez longtemps également
en National 2. Et puis, compte tenu d'ennuis, de difficultés financières, eh bien, on peut dire que nous sommes restés en National 3. Maintenant, nous naviguons au sommet de la National 3 depuis un certain nombre d'années. Nasser, le club, c'est un club historique, vraiment, on l'a vu il y a quelques instants. Ce club, il est aimé aussi des trappistes. C'est le club d'une ville. Exactement. Moi, je suis né au club. Je suis arrivé au club de basket à 5 ans. Hein. Jacques m'a connu tout petit et on a grandi. On va dire que la ville de Trappes est représentée par le club de basket et par le basket. On est, je pense, le sport numéro 1 sur la ville, du moins en termes d'aura. Et qu'est-ce qui fait la force de ce club, à votre avis, Jacques Michelet ? Eh bien, d'abord, je crois, son histoire. Elle s'est enracinée, je crois, dans l'activité professionnelle de la ville qui était caractérisée par les cheminots. Donc c'est l'étoile sportive des cheminots de Trappes. Et ça a été le premier enracinement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est élargi, bien sûr, compte tenu que d'abord, les cheminots ne sont plus l'activité numéro 1. Hein, c'est absolument évident. Seulement, il y a quand même des racines qui restent. Et puis ensuite, je dirais que, comme l'a dit Nasser, eh bien, nous sommes une équipe qui a progressé d'une manière très significative durant 3 décennies, 4 décennies même, hein, pour avoir cette aura auprès de la population, auprès des jeunes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette année, on peut dire même qu'on a le nombre record d'adhérents. Hein, oui, 300 adhérents cette année, c'est un record, vous le disiez à l'instant. Oui, parce que notre nombre d'adhérents est limité par nos capacités d'accueil. Voilà, et là, nous sommes vraiment, même, je dirais, pratiquement au-dessus de nos capacités d'accueil. Mais on a eu pour politique de ne pas refuser la pratique sportive aux jeunes de Trappes. Voilà, donc on fait des pieds et des mains de façon à faire face à cette situation un peu paradoxale par ces temps de Covid. Les objectifs du club pour les prochaines années, c'est quoi finalement, Président ? Eh bien, l'année dernière, nous aurions dû monter puisque l'ensemble des matchs difficiles, nous les avons gagnés et malheureusement, ça a été une année blanche. Cette année, nous avons eu quelques difficultés de lancement de la saison. Hein, ce qui fait que, eh bien, nous en subissons encore les conséquences et nous avons raté 2 matchs. En fait, ce qui, comme il n'y a qu'une seule montée, met en question la montée. Bon, il faudrait qu'il y ait des accidents de par le leader actuel. Merci, Président. Merci, Nasser. On va maintenant rencontrer le coach de l'équipe. Je suis maintenant avec le coach Cyril Méjeanne. Alors Cyril, est-ce que vous êtes satisfait de votre effectif en National 3 ? Alors, satisfait de l'effectif, oui, c'est un groupe de joueurs de très bon niveau, avec des très bonnes qualités et surtout de l'expérience. Maintenant, en termes de résultats, c'est plus compliqué. Non, mais sur l'effectif, c'est intéressant. On n'a pas changé grand-chose. On a essayé de garder l'effectif de l'an dernier, garder le noyau dur de l'an dernier, faire des améliorations sur des postes intérieurs et sur certains joueurs en intégrant des jeunes pour les faire travailler dans le but d'avoir de nouveaux talents pour l'avenir. Donc non, c'est un effectif qui est vraiment intéressant. C'est un effectif qui a envie de travailler. C'est un effectif qui est toujours à fond à l'entraînement et en match. Donc non, c'est un effectif en plus très agréable. Vous êtes au club depuis 1 an et demi. Comment vous analysez vos débuts au club, hein, même s'ils ont été compliqués avec le Covid-19 notamment ? Oui, alors la première saison, j'ai repris l'équipe après 5 matchs. Donc il a fallu vite se mettre dans le bain, mais ça a été plutôt une réussite parce qu'on a, je pense, avant que ça s'arrête, avant le premier confinement, on a dû perdre que 1 ou 2 matchs, donc ça a été plutôt bon. Et l'an dernier, c'est vraiment dommage. L'an dernier, on était premier, on n'avait pas perdu une rencontre. Bon, voilà, ça s'est arrêté, c'est comme ça. Non, moi je prends beaucoup de plaisir à être à Trappes, beaucoup de plaisir à être dans ce club avec le président, avec le général manager, avec les joueurs, avec mon assistant coach. Il y a un côté famille, il y a un côté trappiste où on vit la ville, on vit le club, et je trouve ça vraiment agréable et intéressant par rapport à l'univers basket et par rapport à tout ce qu'on peut proposer dans le club pour les jeunes et autour de la National 3.
Il y a une pression ou pas à diriger le club de Trappes? Est-ce qu'elle est positive cette pression? Oui, c'est une pression positive. Il y a un objectif de résultat. On n'est pas dans un club qui se dit allez, on se maintient en National 3 et puis on essaye de voir comment ça se passe. Nous, on a vraiment un objectif de monter en National 2 à court terme. Donc obligatoirement, il y a cette pression de la part des dirigeants sur le staff et sur les joueurs pour gagner le plus de matchs. Vous voulez que votre équipe joue bien ou qu'elle soit efficace et qu'elle engrange les victoires? Ah, c'est pas facile. Hein. Dans tous les sports, hein, finalement, c'est un vrai dilemme. Non, moi, je pense que la priorité, c'est de gagner. Je fais un peu mon Didier Deschamps dans le foot, mais la priorité, c'est de gagner. Bien entendu, maintenant, on essaye, dans ma philosophie de jeu, d'essayer de courir vers l'avant, de mettre de la vitesse, de jouer sur de la contre-attaque, de profiter des qualités athlétiques des joueurs. Donc, obligatoirement, on essaye de faire du beau jeu. Maintenant, je préfère gagner que des matchs par un point, et même si les matchs sont pas terribles ou qu'on n'a pas été très bon, que se dire, bah, génial, là, on a gagné de 30 points, on a gagné de 30 points, puis à la fin de la saison, notre objectif, il est raté. Est-ce que vous appuyez sur certains joueurs, peut-être, dans votre effectif? Oui, bien entendu. Alors, il y a des joueurs expérimentés, il y a des joueurs qui connaissent bien ce niveau, il y a des joueurs qui connaissent un plus haut niveau. Donc, je m'appuie sur eux. Par exemple, avec Mickaël Moncongo, le meneur de jeu qui a connu le très haut niveau, qui a fait le Nakup Summit, qui a fait plein de choses. Bah, voilà, on parle beaucoup et c'est mon relais sur le terrain. Justement, Mike Moncongo, on va regarder justement ce sujet. Dans sa maison yvelinoise dans la petite ville d'Andelu, Mickaël Moncongo, 35 ans, se remémore les plus grands moments de sa carrière de sportif professionnel. Une aventure qu'il a commencée à l'âge de 7 ans dans son pays natal en République centrafricaine, avec un père lui aussi basketteur. C'est vrai que mon papa il est parti à Barcelone, les Jeux de Barcelone, parce qu'il faisait partie de l'équipe qui accompagnait l'équipe centrafricaine. Et à son retour, il nous a ramené un petit panier de basket en République centrafricaine. Et c'est là que je suis tombé amoureux du basket et jusque-là, je n'ai pas quitté ce sport-là. Mickaël Moncongo arrive en France à l'âge de 10 ans et intègre rapidement le centre de formation de Châlons. Le sportif débute en professionnel à l'âge de 17 ans et demi en première division. Très vite remarqué, il découvre plusieurs pays comme la Turquie, Chypre ou encore l'Espagne, mais c'est avec Monaco que le basketteur connaît ses plus belles émotions de 2013 à 2015. 3 belles années où on a monté le club de National 1 jusqu'en première division. Et je garde que de très bons souvenirs de la ville, de la structure, des dirigeants, de mes coéquipiers avec qui on a pu jouer. C'était vraiment une belle expérience. Pendant 3 ans, oui, j'ai tourné à peu près à 15 points de moyenne, 15 points et 5 passes de moyenne. Donc j'étais assez régulier pendant toutes ces années-là. Pour terminer sa carrière, Mike a choisi les Yvelines. Le sportif d'1,80 m joue dans le club de Trappes en National 3. Son objectif, guider l'équipe trappiste en 3e division. J'aime beaucoup la mentalité, j'aime bien la diversité qu'il y a. Mike Moncongo voudra encore jouer pendant 2 à 3 saisons pour aider Trappes dans ses objectifs et surtout transmettre ses connaissances aux jeunes basketteurs. En parallèle, ce fan de Kobe Bryant va continuer à mener une carrière de commentateur sportif pour des chaînes nationales. Mike Moncongo, vous l'avez dit, il est très complet, il a énormément d'expérience. Oui, c'est un joueur à ce niveau-là, qui est alors fabuleux, ce serait peut-être un peu énorme comme mot, mais c'est un joueur qu'on n'a pas l'habitude d'avoir à ce niveau-là. Parce que c'est un joueur qui connaît le basket parfaitement, qui a joué à un très haut niveau, qui a été All-Star, qui a joué pour sa sélection pour la Centrafrique, qui a encore fait la CAN l'été dernier. Donc c'est vraiment un joueur qui lit le basket, qui lit peut-être même le basket plus vite que n'importe quel autre joueur du National 3, voire même d'un autre niveau, qui a eu la chance d'être accompagné par un paquet de coachs de très haut niveau comme Zvezdan Mitrovic, le coach de Monaco. Donc obligatoirement, il y a un vrai plaisir à coacher ce genre de joueurs, il y a une vraie plus-value pour le club et pour nous et pour l'équipe. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de la saison? De réussir à aller vers notre objectif de finir premier, de monter en National 2, même si le début est un peu compliqué. Mais oui, voilà, par rapport à l'équipe, l'objectif c'est la montée à court terme. Donc c'est ce qu'il faut nous souhaiter et on va croiser les doigts pour ça, hein, vraiment. Hein. Je suis maintenant aux côtés de 2 joueurs de l'équipe de Trappes, 2 joueurs qui sont plus grands que moi. Je précise que je fais 1m82. Alors vous mesurez combien, Rudy? Moi je fais 1m89. Et moi je fais 2m03. Alors pourquoi vous avez choisi Trappes? De base c'était un ami dans ma classe qui m'a conseillé de venir jouer ici. Parce que avant mon ancien club c'était le club de Morpa. Mais j'étais pas trop à l'aise quand je jouais là-bas. Du coup j'ai voulu changer. Et il m'a dit de venir à un entraînement d'essai. Et dès que je suis venu, c'est Nasser qui m'a entraîné.
Et du coup, ça te fait quoi maintenant d'être avec cette équipe première? C'est un petit peu un aboutissement pour toi? Ça me fait plaisir de ouf. Parce que quand j'étais petit aussi, je venais les voir jouer. Même Rudy, il sait pas, mais quand j'étais petit, je le voyais beaucoup jouer aussi sur le terrain. Je le voyais beaucoup jouer avec la nationale. Du coup, ça fait grave plaisir. Rudy, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, Samba qui vous a vu jouer quand il était tout petit et maintenant il joue avec vous? Vous avez 36 ans, je rappelle. Oui, 36 ans, ouais, c'est bien ça. Bon, moi, Samba, j'ai joué avec lui, c'est dans les playgrounds, je crois, les playgrounds à Morapa. Et après, quand je l'ai revu, j'ai vu qu'il a grandi d'un coup. Il faisait pas cette taille-là. Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir. En plus, c'est un bon petit, il est super concentré, et, il est super à l'écoute. Et il saute pas les étapes, il fait ce qu'on lui demande de faire. Et moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est aussi ça, l'esprit du club de Trappes, finalement? Un esprit familial où on prend exemple un peu sur ses aînés? Oui, bien sûr, bien sûr. La plupart des jeunes qui sont là, ouais, ils sont comme ça. C'est bien l'esprit des Trappes, c'est comme ça. On va parler maintenant de la Nationale 3. Ça se passe comment depuis le début de la saison, Samba? Surtout toi qui as débuté avec ce club cette année. Alors au début, j'avoue que pour moi, c'était un peu chaud, vu que j'avais du mal un peu à m'adapter au rythme de l'équipe. Mais là, au fur et à mesure, je commence à m'adapter et ça va. Vous avez effectué plusieurs saisons en National 3 avec Trappes. Oui. Comment vous analysez cette saison, Rudy? La saison, on va dire, il y a des nouveaux joueurs. On a changé, l'effectif a pas mal bougé. Donc du coup, là, on n'a pas encore les automatismes. On a pas mal de lacunes, mais on y travaille. Et je pense que d'ici peu là, on va débloquer certaines choses qui nous empêchent de jouer notre basket, d'être au niveau. 300 licenciés, une équipe en National 3. Le club de Trappes continue de grandir et a de grandes ambitions. Et pourquoi pas une montée en National 2 à la fin de la saison. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV 78.